Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Actubuzz qui va revenir autour des, je crois, 4 ou 5 thématiques. D'abord, inauguration des nouveaux bâtiments au niveau de l'INRB. À quoi vont servir ces bâtiments? On en parle au cours de cette émission. Et puis, on va parler de Rossi Mukendi, la commémoration de ces 2 ans depuis qu'il a disparu de manière vraiment brutale. Comme vous le savez, il y a une messe qui sera organisée dans les jours qui viennent. Vous aurez des précisions en tout cas. Et puis on va prendre les dossiers Georges Kapiamba et Akash. Qui dit vrai dans ces dossiers? 200 millions de dollars volatilisés à la GECAMINE. Qui a raison entre Albert Yuma et Georges Kapiamba? Ce sont des questions auxquelles on va tenter d'y répondre au cours de cette émission. Avant de prendre la rencontre Félix Tshisekedi, Paul Kagame, Joao Lourenço, mais aussi Museveni. Comme vous le savez, il y a un conflit qui persiste entre le Rwanda et l'Ouganda. Qu'est-ce qui serait à la base de ces conflits? On va tenter d'analyser la situation au cours de cette émission. Et puis on va chuter avec le dossier Kalev Mouton qui a en tout cas confirmé lui-même sur Jeune Afrique qu'il était en mission sur demande de la primature, alors que le Premier ministre jusque-là n'a pas encore composé son cabinet de manière officielle, mais Kalev Mouton se réclame conseiller politique du Premier ministre. Alors, pour en parler, nous recevons sur ces plateaux Monsieur Eugène Kandolo. C'est un communicologue, motivateur, il a en tout cas plusieurs casquettes, finalement analyste politique, bien qu'il n'aime pas qu'on puisse les calquer ainsi. Eugène Kandolo, comment allez-vous? Ça va très bien, merci de l'invitation. Bonjour à toi. Donc, tout à l'heure, tu disais que je n'aime pas qu'on m'appelle analyste, j'aime plutôt qu'on m'appelle opérateur politique. Voilà. Parce que c'est de la paresse que de vouloir être analyste sur le fait et gestes des autres et c'est dédouané. Quand on est opérateur, ça veut dire, même toutes les fois qu'on fait des analyses sur les autres, on s'est mis dans la peau des autres et on s'est dit qu'on est appelé à être aussi acteur et par conséquent, on doit avoir une jugeote non pas syndicaliste, mais une jugeote des responsables et des managers. Donc, c'est juste la petite nuance, mais sinon, on fait aisément des analyses. Très bien. Alors, on va parler de l'actualité. Inauguration des nouveaux bâtiments à l'INRB. À quoi vont servir ces nouveaux bâtiments? D'abord, il faut dire que c'est un acte à saluer. C'est vrai que ce bâtiment qui est un soutien du gouvernement japonais, il faut le souligner, et d'une haute facture parce que, comme vous le savez très bien, l'INRB est dirigé de main de maître par le prof Muyembe, qui est aujourd'hui une fierté nationale, une légende, un repère, quelqu'un effectivement qui fait rayonner la RDC et qui nous permet de dire que ici chez nous dans notre pays il n'y a pas que des mauvaises nouvelles parce que les plus souvent on aime beaucoup plus faire l'apologie de ce qui ne va pas, de ce qui ne marche pas, mais il est ici les lieux de saluer à juste titre ce personnage qui est le prof Muyembe. Vous savez les combats et la lutte qu'il fait notamment dans ses recherches pour éradiquer Ebola. Donc c'est quelqu'un qui fait notre fierté. Alors aujourd'hui l'INRB a eu effectivement ces nouveaux bâtiments avec 3 centres. C'est vraiment quelque chose de très important, notamment qui fait avancer la recherche, parce que non seulement ce bâtiment sont réservés à la recherche, à un centre de recherche, mais il y a aussi une école, des formations, des chercheurs et des gens qui peuvent effectivement faire avancer notamment des recherches liées à des questions biomédicales, parce que l'INRB, comme tu le sais, c'est un centre Institut national. Voilà, Institut national de recherche biomédicale. Donc tout ce qu'il y a comme maladies liées effectivement, des maladies épidémiologiques, je crois que la RDC peut effectivement aujourd'hui se targuer de dire que nous pouvons être au standard de compétitivité par rapport au standard mondial de compétitivité par rapport à la recherche sur des questions notamment de maladies de ce genre. Et ça tombe à point nommé parce qu'on ne peut pas avoir un des plus grands épidémiologues à l'instar du prof Muyembe, mais qu'on n'ait pas des infrastructures dans le pays qui vaillent avec sa stature. C'est toujours important. C'est un peu comme on souhaiterait que ça soit le cas dans tous les domaines. Quand on a des meilleurs joueurs au Congo, on doit avoir aussi des meilleurs terrains, des
de football. Quand on a des meilleurs boxeurs, on doit avoir effectivement un championnat de boxe qui est compétitif. Donc c'est ça en fait la logique. On ne peut pas être un pays qui est en déphasage de manière à ce que nous avons un prof Mouyembe, mais nous n'avons pas en fait une structure qui peut être voilà, donc, à son standard. Et ça, c'est le lieu de saluer cette œuvre. Très bien, vous avez évoqué que les nouveaux bâtiments est l'œuvre du gouvernement japonais. Alors quand est-ce que notre gouvernement, notre propre gouvernement, va commencer à disponibiliser des moyens ou mettre en place une bonne politique qui va permettre à l'INRB d'anticiper des cas d'épidémie? Bon, est-ce que parce que c'est un soutien du gouvernement japonais, il faille que directement on se pose des questions? Partout ailleurs au monde, il y a toujours des œuvres, il y a toujours, j'allais dire, des sociétés, des entreprises ou des initiatives qui peuvent être faites par des partenaires. Parce qu'en fait, il faut dire que ce n'est pas un cadeau. Il faut dire également que ce n'est pas que le gouvernement japonais remplace le gouvernement congolais, mais me poser la question, quand est-ce que le gouvernement congolais, ce serait prétentieux pour moi de répondre à cette question quand l'on sait que je ne fais pas partie du gouvernement, mais un pays sérieux devrait toujours se projeter et se dire qu'à un certain moment de la vie, nous ne devons pas toujours dépendre de dons et des offres des autres. Voilà pourquoi effectivement il faudrait assainir en fait la question des finances publiques et lutter contre la corruption pour que nous puissions effectivement avoir plus de mobilisation des recettes pour répondre à des questions d'ordre prioritaire, mais aussi d'ordre de nécessité dans notre propre pays. Et nous avons des défis comme ça dans plusieurs secteurs qui peuvent être résolus si et seulement si on prend au sérieux la question effectivement de l'assainissement des secteurs de finances et de la mobilisation de recettes. Est-ce que selon vous, aujourd'hui, l'INRB est suffisamment outillé pour faire face à tout ce qui est épidémie, tout ce qui est maladie à travers des recherches? Je peux le dire sans peur d'être contredit, mais toujours est-il que être équipé totalement, c'est un idéal partout au monde. Parce qu'avec l'épisode de coronavirus, on a vu que ce n'est pas le fait de construire un hôpital dans 10 jours qui éradique une maladie. Ça fait partie des infrastructures, ça fait partie en fait des éléments d'impression qu'un pays veut montrer pour que en fait il alerte le monde qu'il est capable de faire de miracles, qu'il est capable d'impressionner au niveau de la technologie, mais ça ne suffit pas. Parce qu'aujourd'hui, il est démontré que cet hôpital qui avait été construit dans 10 jours n'a pas guéri un seul malade. Et un médicament comme la chloroquine qui avait déjà été éradiqué du marché pour ses conséquences supposées, aujourd'hui revient sur le marché pour soigner le coronavirus alors qu'il avait été écarté pour la malaria et pourtant ça ne coûte pas cher. Donc si on veut parler en termes d'infrastructure, parlons en termes de résultats. Et s'il faudrait qu'on parle en termes de résultats, Mouyembe les a trouvés avant même qu'on construise, qu'on finisse ce bâtiment. Donc les infrastructures, oui, mais il faut savoir les manipuler, il faut avoir effectivement des compétences pour pouvoir les utiliser à bon escient. Très bien, on va parler de Rossi Mukendi, 3 ans jour pour jour depuis qu'il nous a quittés, c'était en tout cas en 2017, le 25 février, mais il y a une messe qui sera aussi organisée dans les jours qui viennent. Est-ce qu'aujourd'hui, les combats de Rossi Mukendi a obtenu gain de cause? Je peux dire que c'est vrai, ce n'était pas le combat personnel de Rossi. Rossi fait partie de ces jeunes qui avaient un ras-le-bol par rapport à un certain nombre de choses, notamment ces soucis ou cette volonté de se maintenir au pouvoir du régime de Joseph Kabila, qui effectivement a réussi à faire 2 ans au-delà du mandat prévu, parce que en fait, en réalité, c'est 2 ans après que les élections ont été organisées. Sur ce plan-là, effectivement, on peut dire que les combats de Rossi a trouvé son écho parce qu'aujourd'hui, Kabila n'est pas président de la République, les choses ont avancé dans le sens de trouver une sorte d'alternance, mais c'est un combat qu'il faut maintenir parce qu'il ne suffit pas en fait de faire partir la personne qui ne voulait pas partir, parce qu'on ne se battait pas seulement pour que Kabila parte, mais pour que les choses changent au Congo. Donc ça, c'est un pas déjà,
est un pas vraiment à saluer dans ce sens de la réalisation de l'effectivité effectivement de ce combat qui a été mené par plusieurs personnes, dont Rossi. Et on parle davantage de Rossi parce qu'en fait, lui, il a payé de ses prix de la mort à cause de ce combat. Il y en a qui ont été emprisonnés, il y en a qui ont fait des cachots plusieurs des carbones bénis. Voilà, il y en a qui n'ont pas été arrêtés, mais qui n'ont pas moins fait ces combats, qui ne sont pas non plus morts et qui n'ont pas été arrêtés, mais qui n'ont pas fait moins ces combats. Il y en avait qui avaient été traqués dans ce pays comme des chiens dans leur propre pays, mais c'est un combat qui ramène beaucoup de souvenirs. Moi, personnellement, je peux m'en rappeler. C'est des justesses que je n'ai pas été sur place le 15 mars 2015 à Tchangou, dans cette activité. Sainte-Thérèse. Voilà, dans cette activité avec Y'en a marre et Ballet Citoyen, où on avait ramassé plusieurs jeunes qui avaient pris part. Moi, j'étais de la partie, mais seulement ça tombait que c'était le jour que ma femme sortait de l'hôpital, et c'est ce qui m'a sauvé des justesses. Sinon, on aurait mis la main sur moi et que bon, je ne sais pas est-ce que je serais mort ou vivant, mais bref, c'est un combat qui a encore effectivement des cicatrices, qui quand on pense à ça, et même la marche de Rossi, moi personnellement j'ai été à certaines marches et je puis me rappeler comment on a discuté avec certains amis le matin de cette marche, et comment ça peut être pénible. C'est des gens qui se sont battus, c'est des gens aujourd'hui qui nous rappellent en fait un certain nombre de choses. Les cicatrices sont encore béantes, surtout quand il y a des gens qui croient qu'on peut tout oublier facilement et qui continuent à vouloir se maintenir dans le sens de tirer vers le bas en fait je ne vais pas appeler ça ce semblant de changement que nous avons eu, mais cette construction du changement, parce que nous sommes sur la route de la construction de ces changements. Et pour mieux honorer cette mémoire, il faudrait qu'effectivement les gens, à un certain moment, s'arrêtent et puissent se dire que cette République, quand je dis les gens, notamment le ministre et ceux qui ont pour le moment réussi à avoir de parcelles de pouvoir, qui se disent que en fait ce n'est pas un cadeau tombé du ciel, il y a eu des gens qui se sont battus pour ça, et par conséquent, même si nous n'avions pas une bonne moralité, rien que pour ça, on peut se dire qu'on doit changer notre façon de faire, on doit arrêter de voler des millions de la République, on doit arrêter de mentir sur les délais, notamment de livraison de travail comme de saute-mouton et les autres, ne serait-ce que ça, c'est s'auto-censurer soi-même. Donc la meilleure façon pour nous effectivement d'honorer, si nous avons cru à ces combats, c'est d'avoir un comportement digne, de ne pas nous comporter en triomphaliste quand on a une sorte de parcelle de pouvoir, et de chaque fois se dire que pour le bien du Congo et pour la mémoire de ceux qui sont tombés, parce qu'il y a d'autres qui ne sont que de bénéficiaires. Voilà, ils se sont retrouvés comme ça, et voilà, donc ils occupent de fonctions. Très bien. Ils ont hérité d'un combat. Et par conséquent, Rossi aujourd'hui mérite, si je veux le dire comme ça, d'être même enseigné dans des écoles, parce que autant nous parlons de martyrs d'indépendance, nous devons parler de martyrs de la démocratie, parce que c'est très important que l'on enseigne notre histoire. La meilleure façon d'aimer son pays, c'est aussi de connaître son histoire. Et partout ailleurs au monde, on ne peut pas aiguiser le sens du patriotisme si il y a des pages et des chapitres de l'histoire qu'on tente d'occulter. Et ça, c'est très important. Est-ce qu'on peut espérer un jour voir ceux qui ont tué Rossi Mukendi, Kapangala, Hissène Nganou, tous ces martyrs de la démocratie? Est-ce qu'on peut espérer un jour voir leurs bourreaux être déférés devant la justice et payer les prix de leurs crimes? Je crois que cela est une aspiration de plusieurs personnes. Alors que le président ne veut pas fouiner dans le passé. Non, mais en fait, fouiner dans le passé et traiter des questions aussi sensibles et qui ont coûté la vie à des gens, c'est deux choses différentes. Je crois qu'il ne faut pas toujours utiliser ces propos du président comme prétexte chaque fois qu'on veut parler des questions, parce que je crois qu'il avait un contexte bien déterminé dans lequel il est en train de parler de cette question. Mais ici, il s'agit effectivement des procès qui n'ont jamais abouti, des procès qui n'ont jamais même commencé, mais que clairement il a été établi. Par exemple, pour Rossi, il y a eu des témoignages de gens qui pouvaient dire que bon,
effectivement, voilà, X est auteur de ces crimes. Donc ce sont des questions, effectivement, non pas dans un élan de vengeance, parce que c'est très important. Parce que si nous les faisons comme pour régler des comptes, comme dans un élan de vengeance, on ne va pas arranger les choses. La violence n'arrête pas violence. Mais dans un souci de justice, dans un souci, effectivement, de nous réconcilier avec nous-mêmes, de nous réconcilier avec notre histoire, il est très important qu'un jour, que les gens, effectivement, répondent de leurs actes et qu'on établisse, effectivement, des responsabilités par rapport à ces morts. Non seulement de Rossi, mais d'autres qui ont... Ils sont très nombreux en tout cas. Les calcinés de l'UDPS. Il y a plusieurs qui ont perdu de leur vie et c'est à juste titre que nous saluons la mémoire de leur combat et nous pensons que nous ferons mieux pour les honorer davantage. Alors Rossi Mukendi décédé, Félix Tshisekedi au pouvoir comme étant les grands bénéficiaires en tout cas de l'alternance et du combat de tous ces martyrs. Est-ce qu'aujourd'hui Félix Tshisekedi fait mieux que son prédécesseur? Bon, d'abord, il faudrait bien redéfinir les choses. Le grand bénéficiaire, je ne veux pas l'appeler comme ça. Félix s'est aussi battu. Félix a été dans le combat. Parce que de toutes les façons, c'est une question que à un moment donné, en tout cas, il était essoufflé. Justement, essoufflé ou pas, il y a eu un combat. Moi, il a eu des moments où il appelait les gens à la marche et puis lui, il s'envolait. Bon, après, il y a plusieurs choses qui se sont passées dans ce combat-là. Ce n'était pas toujours facile de se retrouver devant, je ne sais pas moi, une arme braquée sur vous. Après, quand vous mourrez, qu'est-ce qui se passe? Imaginez que tout le monde était mort comme Rossi. Comment le combat allait se passer? La vraie question qu'on doit poser ici, c'est que, et ça je posais à nos amis de mouvement citoyen, si Kabila partait, quelle sera la phase suivante? Parce que c'est très important d'être aiguisé en termes de combat, mais c'est mieux davantage d'être aiguisé en termes de gestion. Parce que si nous combattons quelqu'un pour qu'il parte, et qu'après nous n'avons pas une réponse nous-mêmes en termes de gestion, parce que la question qui peut se poser, je prends juste les cas de mouvement citoyen, hein. Est-ce qu'on va se comporter, c'est la question que je posais déjà à l'époque, on va se comporter comme les balais citoyens ou les Yanamar? Parce que pour les Yanamar, quand ils ont combattu Abdoulaye Wade, quand il est parti, Macky Sall les a demandé d'entrer au pouvoir, ils ont refusé. Ils ont dit nous continuons à être le gardien de la démocratie. Mais ce n'était pas le cas au Burkina Faso. Certains membres du balai citoyen sont entrés dans des institutions, notamment une institution du type Sensa de Olingankoi pour contrôler les trucs, mais des institutions. Ici aussi, Félix est au pouvoir, la louche a continué toujours à lutter. Justement, j'ai posé la question, notamment, on ne parle pas que de la louche, il y a beaucoup de mouvements citoyens. Ce n'est qu'un exemple. On parle, il y a beaucoup de mouvements citoyens. Je posais la question, est-ce que sommes-nous prêts aujourd'hui? Parce que certains, je crois que même 90%, faisaient ces combats sans être sûrs que Kabila partira. Parce que s'ils étaient sûrs, ils allaient se poser de la question de l'après-Kabila. Je pose la question, est-ce que vous accepterez qu'après avoir mené ces combats, parce qu'effectivement, il faut avouer que les mouvements citoyens ont été des artisans parmi ceux, effectivement, qui ont mené ce combat jusqu'à obtenir l'alternance. Mais est-ce que vous allez accepter que quelqu'un vienne prendre le pouvoir et qu'il vous mette de côté? Ça, c'est la première des questions. Si vous répondez par non, ça veut dire que vous avez déjà un plan pour continuer à être le gardien de la démocratie. Si vous répondez par oui, ça veut dire que vous voulez que, après avoir fait partir Kabila, vous soyez dans les institutions, vous devez avoir les compétences pour ce faire. Et il y a eu un problème, il y a une sorte de fossé. C'est comme ça que beaucoup préfèrent encore se cramponner sur les mouvements citoyens parce que peut-être ils n'ont pas une étoffe pour répondre à ces besoins. Et ça, c'est très important. Parce qu'on ne peut pas... Kabila, ce qu'on lui reprochait, c'est peut-être la dictature ou je ne sais pas moi, l'autoritarisme et tout ce qui va avec l'enrichissement autour de lui. L'impunité. Alors, l'impunité. Maintenant, vous qui avez vu ça, vous devez avoir une réponse par rapport à ça. Ça veut dire, quand on va au pouvoir, un, on doit se montrer proche du peuple. Deux, on doit avoir la capacité de gestion et de répondre aux besoins. Trois, on doit avoir du courage pour assainir notre environnement. Donc, il y a ça. Alors, maintenant, dire que Félix est héritier du combat, non. Il s'est battu, il fait partie de ceux qui s'est battu. Personne parmi les autres n'a voulu postuler. Quel est ce jeune mouvement citoyen qui avait postulé à la présidence et qui peut dire que son combat a été rejeté? Ça, c'est un point. Félix a postulé, donc il s'est battu. C'est aussi une autre dimension du combat. On a vu comment Félix a fait sa campagne, une campagne modeste.
des fois avec des avions qui ressemblent au Fula. Donc il ne faut pas dire que le pouvoir lui est tombé du ciel. Non, il a pris de risques. Il y a des endroits où il est parti, où il pouvait perdre de sa vie. Il n'y avait personne, qui... Ça, c'est autant un combat que se battre dans la rue pour qu'on ne change pas la Constitution. Vous comprenez? Il a fait le tour, il y a des endroits où il n'avait jamais été rebelle, mais on l'a insulté pendant la campagne. On se demande, mais quel est le problème entre ces peuples et lui? Il a enduré tout ça. Et aujourd'hui, il n'est pas devenu président comme un cheveu dans la sauce ou bien juste parce qu'il était le fils du Sphinx. Sinon, n'importe quel fils du Sphinx pouvait devenir président. Sinon, n'importe qui pouvait devenir président. Il est devenu parce qu'il a combattu. Maintenant, après, il est devant ses responsabilités en tant que président de la République. De toutes les façons, on l'attend sur des grands sujets. Aujourd'hui, on ne peut pas se leurrer. Les gens... Il y a la grogne, les gens sont en train de se dire par-ci, par-là, le social ne marche pas. Tout ça, c'est des défis, mais le Congo, tout est urgence dans notre pays. Alors, année après année, on va l'évaluer. Est-ce qu'il n'a pas essayé de faire des choses jusque-là qui permettent de donner de l'espoir? Oui. Mais est-ce qu'il n'y a-t-il pas d'autres choses qui, effectivement, donnent de désespoir à plusieurs personnes? Oui. Notamment quand chaque fois on doit parler de son directeur de cabinet, il n'a pas bonne presse, tout le monde le sait, on ne peut pas, n'importe quel meilleur... Et pourtant, il les protège lui-même. Non, je ne veux pas utiliser les termes protégés. La gestion de la res publica est tellement complexe. J'ai toujours dit aux gens, et je l'assume, s'il y a 3 meilleurs choix que Félix a fait dès qu'il a pris le pouvoir, c'était le choix de choisir Vital Kamerhe comme directeur de cabinet. On peut tout dire. L'UDPS peut monter et descendre. Il n'y avait pas quelqu'un d'aussi stratégique, d'aussi politique, parce que cet acte qu'il a posé, c'est un acte stratégique, politique, mais aussi un acte utile dans ces contextes. Et le deuxième choix, c'est le choix qu'il avait fait de choisir François Beya. Les gens peuvent raconter, j'ai entendu des gens dire non, il a pris un kabiliste, on le contrôle. Mais il n'y avait pas un militant de l'UDPS qui avait ce genre de CV dans les domaines de renseignement et de sécurité comme Beya pour le mettre là. Beya qui a travaillé depuis l'époque de Mobutu. C'est des choix stratégiques, des choix politiques, des choix réfléchis que n'importe quel nouveau venu dans la politique ne peut pas faire. Et quels sont les résultats des choix en question? Justement, et même, il y a beaucoup de résultats. N'avez-vous pas vu des gens aller en prison? N'avez-vous pas vu des gens changer des choses? Est-ce que dans ces pays, on pouvait imaginer qu'un jour, quelqu'un comme Kalev, parce que tu as mis ça parmi les sujets, quelqu'un comme Kalev pouvait être ne serait-ce qu'interpellé et écouté par ses propres élèves pendant longtemps? Est-ce qu'on pouvait s'imaginer que dans ce pays, on pouvait toucher? Parce que Shadari a dit qu'il pouvait paralyser le pays. Mais Shadari a été bougé. Le ministre de l'Intérieur, ministre provincial, il a été arrêté. Ça veut dire qu'à un certain moment, il y a des choses qui se font. Et même au-delà de ça, aujourd'hui, on voit un président qui a rendu un pays assez vivable. Est-ce qu'à l'époque, les gens pouvaient murmurer sur une action de l'État et l'État répond? C'est parce que la population a commencé à murmurer, c'est parce que les gens ont inauguré eux-mêmes les sautes-moutons de pompage, que le président a initié des audits et que le président est descendu sur terrain. Ça veut dire que c'est un président qui veut se conformer à la volonté du peuple. Ça, il n'y en avait pas il y a 2 ans. Il n'y en avait pas dans ces pays. Dans ces pays, il y a des choses. Aujourd'hui, on a fait toute une année où on n'enlève pas des gens, où tu ne peux pas parler et te dire que est-ce que je vais arriver à la maison ou pas. Je suis un témoin vivant des affres de ces régimes. Moi, j'ai vécu dans ces pays comme un étranger, comme un chien poursuivi. Depuis cette activité du 15 mars 2015, j'ai fait 6 mois où, dans mes conférences, dans des salles de formation, il y avait des gens qui me suivaient. J'étais entendu sur PV, à Human Rights Watch. Dans ces pays, c'était difficile, même un jour normal, si ce n'est pas le match de la RDC, que tu puisses avoir le drapeau de la RDC au cou. Tu deviens suspect de l'ANER. Ça veut dire, tu manifestes l'amour pour ton pays, tu deviens suspect. Tu ne peux pas avoir une association dont un des concepts est citoyen. Ça fait de toi quelqu'un de suspect. Ça veut dire que tu ne peux pas prêcher le civisme. Tu vois les degrés où le pays était arrivé. Mais ces choses, aujourd'hui, ça n'existe pas. Parce qu'effectivement, les gens n'attendent qu'on arrête seulement les directeurs des cabinets pour qu'on sente que Félix est en train de travailler. Mais Félix fait des choses. Est-ce que c'est suffisant? On ne peut pas le dire maintenant. Mais de toutes les façons, son bilan à la fin de 2022 pourra déterminer si la population pourra lui faire confiance ou pas.
Mais pour le moment, il a fait des choses, il a assaini l'espace politique. Les prisonniers politiques sont sortis de leur cachot. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. On peut prendre la photo à un président, ça ne s'est passé pas il y a longtemps. Aujourd'hui, les gens peuvent passer du côté du palais de la Nation. Les voies sont ouvertes. On n'est plus dans un régime des terreurs où quand tu entres dans un taxi, quelqu'un crée une causerie contre le pouvoir alors qu'il est un bureau 2. Et quand tu parles, il dit allez Tokangio. On n'est plus dans ce genre de choses. Donc il y a des choses qui se sont passées, il y a des transformations qui vont, mais Paris ne s'est pas construit en un jour. Ça va aller progressivement. Et ça, ce n'est pas parce que Félix est hérité. Il s'est battu, il a été combattant parmi d'autres combattants. Et dans ces contextes-là, il était les plus courageux, les plus réalistes et les plus, je ne sais pas moi, comment je peux dire, les plus réalistes de combattants en ces moments-là pour oser prendre le risque de postuler parce que c'était un risque. Les gens ne l'ont jamais vu. Les gens voyaient son père et après, c'était fini. Les gens se disaient, après la mort du père de Félix, ça sera compliqué. Il fallait avoir du courage de continuer ces combats et de se dire que je vais, pour la mémoire de mon père, pour la mémoire du combat de mon père, pour la mémoire du combat de Rossi, pour la mémoire du combat de Rose Kapangala, il fallait bien qu'il y ait un combattant qui arrive à la présidence. Si tous les combattants ne s'arrêtaient qu'à se dire qu'on continue à combattre, mais sans penser à la gestion, ça veut dire que les combats seraient un idéal qu'on n'atteindrait jamais, ça serait un combat d'illusion. Et ça, c'est très important. Félix a été réaliste. Félix a compris qu'il fallait qu'un combattant puisse se mettre au devant. Et c'est comme ça qu'il a eu ce premier pas, le résultat de faire partie Kabila. Ce n'était pas facile. Je rappelle toujours, je l'ai déjà dit dans ces plateaux, les gens nous disaient dans ces pays que Kabila ne peut pas partir. Un dictateur ne part que par des armes. Kabila ne pourra pas partir. On a fait des élections. Au mois d'août 2019, il a choisi son dauphin, il a envoyé son dauphin a échoué aux élections et il n'a pas pu tricher pour son dauphin pour qu'il l'impose comme président. On a eu l'alternance. Valentin Moubaké pense que les vrais dauphins de Kabila étaient dans l'opposition. Bon, après, je ne peux pas commencer à commenter les propos de Valentin Moubaké. Lui-même, c'est ce qu'il dit. Et lui, il avait tout de même été quelqu'un qui était très proche du père de Félix, et tous nous savons comment il s'est lui-même fait sortir par la petite porte en allant rencontrer Kabila, et au sortir de cette rencontre, il a fait des éloges qu'on n'avait jamais imaginé de quelqu'un qu'on appelait un radical. Il a fait des éloges, non, ce monsieur n'est pas ce qu'on a toujours dit de lui. Il a fait beaucoup d'éloges et aujourd'hui, on sait que c'est lui-même qui s'est fait sortir par la petite porte parce qu'il cherchait à être Premier ministre. Donc, on ne va pas perdre de temps pour chaque fois commenter des propos des gens qui sont peut-être aigris ou bien qui regrettent les actes qu'ils ont posés à un certain moment. Très bien, on va parler de la rencontre Félix Tshisekedi, Paul Kagame et Joao Lourenço et Museveni. Il s'agit de réconcilier, c'est pas moi, Kagame et Museveni. Est-ce que les deux d'abord sont sincères? Bon, je n'ai pas l'appareil des mesures de la sincérité pour pouvoir déterminer est-ce que Kagame est sincère, est-ce que Museveni est sincère. Tout ce que je sais, c'est que les États sont de monstres froids. Ils n'ont pas de cœur. S'ils ont des cœurs, ce sont des cœurs faits de pierre. Les États, en fait, c'est les intérêts qui les intéressent. Alors, ce n'est pas une histoire d'amour. En politique, on ne rencontre pas de moines antiques, on rencontre des gladiateurs. Le problème, c'est de savoir jouer son jeu et d'obtenir ce qu'on veut. Ça, c'est très important. Alors, du coup, je ne peux pas être sur les terrains de la moralisation pour me demander si Kagame est sincère ou si Museveni est sincère. Mais toujours est-il que, en relation internationale, il y a quand même des mécanismes de résolution de conflits, des mécanismes de résolution pacifique de conflits. Ça s'enseigne dans les écoles de relations internationales ou au journalisme politique extérieur, mais ça se pratique aussi. Il y a effectivement ce côté où on doit expérimenter la possibilité de répondre à des questions et de donner des solutions à des équations les plus compliquées de la vie. C'est exactement le cas de le dire ici. Est-ce que réellement il y a conflit entre Kagame et Museveni? Est-ce qu'ils font semblant d'être en conflit? Tout ça, ce sont des questions. Aujourd'hui, on ne peut pas leur prêter, faire un procès d'intention. Toujours est-il qu'il y a une démarche. Il y a eu des faits visibles qui ont démontré que les deux hommes étaient en tension. Et qu'il y a deux présidents, notamment Tshisekedi et Joao Lourenço, qui ont tenté de ramener leurs collègues présidents de la sous-région à la table, de manière à ce qu'ils puissent s'entendre. Pourquoi? Parce que cette question est primordiale pour la sous-région. Si ça s'embrase entre les deux,
ça va effectivement se déverser. Et d'ailleurs, se déverser sensiblement chez nous en République démocratique du Congo. Parce qu'il y a des précédents qui ont démontré que des conflits au Burundi, des conflits au Rwanda, des conflits en Ouganda, des conflits même au Congo-Brazzaville, ont eu des conséquences ici chez nous. Et par conséquent, est-ce qu'il faudrait qu'on soit indifférent? Non. Il faut tenter de trouver des solutions. Non seulement tenter, mais au-delà de tenter, croire qu'on va trouver des solutions. Et moi, je ne pense pas que c'est une mauvaise démarche que de la part de Félix et de la part de Joao. Très bien, on nous fait signe qu'il nous reste 5 minutes. Rapidement, on va aborder la question de Kalev Mouton. Kalev qui se réclame être conseiller à la primature, alors qu'officiellement, le Premier ministre n'a pas encore composé son cabinet. Est-ce qu'il n'est pas temps que la justice puisse quand même interpeller, peut-être placer en détention cet ancien patron de l'Agence nationale des renseignements? Bon, la justice, je crois bien que si déjà Monsieur Kalev avait été interpellé à l'aéroport, il y a eu plusieurs, d'abord démentis de sa part, mais il y a eu effectivement plusieurs autres versions, et que ce soit les déclarations faites par lui-même ou des interprétations, notamment sur des documents vrais ou faux de la DGM, il y a quand même une part de vérité, c'est que Kalev a été interpellé. Interpellé et clairement entendu pendant beaucoup d'heures. Et pour ce faire, ce n'est pas sur base juste des supputations qu'on va directement arrêter les messieurs. Mais ce que vous dites est quand même assez grave et interpellatif. Comment quelqu'un peut lui-même se déclarer conseiller alors que le Premier ministre ne dit rien? Ça pousse quand même à réfléchir. Est-ce que c'est parce que le Premier ministre se reproche de quelque chose? Est-ce que parce que le Premier ministre se sent coincé? Est-ce qu'il se sent en fait embarrassé? Tout ça, c'est des questions qu'on se pose. Mais je crois que parce qu'on parle de la justice, il faut aller progressivement. N'oubliez pas que ce monsieur, c'est l'ancien patron du service de renseignement. Donc, l'ancien patron de l'ensemble du système du renseignement congolais pendant plusieurs années. 8 ans ou près de 10 ans. Ça veut dire qu'il a construit l'empire. Et par conséquent, ces genres de personnes, partout ailleurs, on ne les juge pas comme ça dans la précipitation, on ne prend pas aussi à la légère la question, c'est une question très sensible. Il peut paraître fragilisé parce qu'effectivement, même lui, je pense qu'il ne pouvait pas s'imaginer qu'un jour il peut être interpellé comme ça, comme un vulgaire vendeur de poulet, mais il a été interpellé. Ça, c'est déjà symbolique. Mais après, il faut qu'on laisse le temps aux enquêtes. Nous ne sommes pas de la sécurité. Il y a des questions qui relèvent de la sécurité de l'État. Mais des fois, je m'étonne que sur la place publique, les gens se fassent des experts sur ce genre de questions. Parce que si on n'avait pas sorti cette histoire, qui pouvait savoir que Kalev allait chaque fois, je ne sais pas moi, en Ouganda, tel que les faits sont étalés. C'est parce qu'en fait, il y a eu un travail de sécurité, de renseignement, que cela a été révélé. Alors, quand on n'est pas de la sécurité des renseignements, il faut en fait se donner les réserves de faire des analyses sur des questions aussi complexes, délicates et sensibles pour la sûreté de l'État. Mais toujours est-il que les Congolais lambda se posera la question comment le Premier ministre, qui est censé être le collaborateur direct du chef de l'État, parce que c'est lui qui traduit la vision du chef de l'État dans le programme de gouvernement qu'il a, comment il peut engager comme conseiller politique quelqu'un qui a été patron du service de renseignement? Ce n'est pas un kidam, ce n'est pas un individu simple. Et son engagement devrait être dans la transparence si engagement il y a. Donc ce n'est pas quelque chose qui s'est fait comme derrière la chambre et puis il a un statut qui ne sera connu que le jour où on l'interpelle. Ça, c'est quand même des choses sur lesquelles effectivement on devrait ouvrir l'œil et c'est tout à fait normal que la population se pose des questions sur les degrés d'implication du Premier ministre. Est-ce que son directeur de cabinet a-t-il signé l'ordre de mission à l'insu du Premier ministre? Tout ça, c'est des questions que l'on se pose. Et effectivement, on a besoin d'avoir la lumière là-dessus parce que c'est ça aussi l'état des droits. Non pas parce que juste on veut rendre des comptes à quelqu'un qui a mal fait à plusieurs personnes dans le passé, mais parce qu'effectivement, il y a une question d'actualité qui est trop sensible et qui a des contours assez flous et on devrait effectivement avoir de la lumière là-dessus. Très bien, l'émission est terminée, mais en quelques minutes, qu'est-ce qui se passe ou qui devrait entrer
la GECAMIN et ACAJ dans les dossiers 200 millions? D'abord, il faut dire que ni la GECAMIN ni ACAJ ne sont des juges. Nous attendons que la justice soit faite. Jusque-là, M. Yuma est toujours immobilisé ici à Kinshasa. Il ne bouge pas. On avait refusé qu'il puisse rentrer à Lubumbashi. Donc les dossiers suivent son cours. Ce n'est pas des révélations de XY qui vont influencer la justice, mais seulement je voudrais ici attirer l'attention par le fait qu'il y a des médias qui sûrement sont à la solde de M. Yuma et qui ont voulu déformer les propos de ACAJ avec des gros titres du genre ACAJ blanchi Yuma, ACAJ c'est des douanes, et ACAJ est revenu là-dessus pour dire que c'était une déformation. On accuse même Georges Kapiamba d'avoir perçu quelques billets verts. Justement, les gens commençaient à dire ça. Mais bref, c'est pour cela que deux fois aussi, il ne faut pas être trop agité et se mettre trop au devant de la scène comme un acteur incontournable dans certains dossiers. Il faut savoir être humble, avoir une sorte d'élégance et ne pas trop se mettre en vedette. Parce que ce n'est pas ACAJ, ce n'est pas Kapiamba qui va juger Yuma. Il y a la justice pour cela et je crois que c'est l'issue de son procès, si jamais il y a procès, parce que je crois que l'instruction continue toujours et au jour J, on pourra effectivement se faire une idée sur l'issue. Est-ce que c'est Kapiamba ou GECAMIN pourra peut-être être manipulé, les syndicats pourront peut-être faire des communiqués, mais ce n'est pas ni les communiqués ni les marges des syndicats qui vont influencer. C'est très important. Il s'agit de l'argent de la République, il s'agit de l'argent d'une société qu'on a mis par terre pendant que les dirigeants sont riches. Parce que rien que ça, même s'il n'y avait pas Ventura ou truc, comment on peut imaginer une société qui est autant par terre, mais que ses dirigeants soient les plus riches du pays? C'est inimaginable et ça c'est un indicateur sans les révélations des ACAJ, sans je ne sais pas moi la déclaration de Wikileaks. On peut se dire que ça ce sont des indices qui peuvent permettre que ça soit au procureur général d'intenter une poursuite pour en savoir clair et permettre à la population d'en avoir les cœurs nets. Surtout que il y a cette pauvreté extrême dans le pays, il y a ce décalage entre un groupe d'individus qui se sont sérieusement enrichis et plus de 90% ou 95% des Congolais qui sont extrêmement pauvres et d'une pauvreté très criante. Le pays est toujours classé parmi les derniers dans les indicateurs, que ce soit IDH, que ce soit les indicateurs de pauvreté, que ce soit n'importe quel indicateur. Et ça, c'est triste pour un pays qui se veut potentiellement riche. Donc c'est ce décalage-là qui doit effectivement interpeller chacun. Ce n'est même pas le rapport de la CAJ, mais il y a des indicateurs tout à fait naturels qui nous permettent de dire qu'il faudrait qu'on puisse effectivement voir clair dans ce genre de dossier. Très bien, l'émission est complètement terminée. Comme d'habitude, vous allez regarder la caméra, un petit message au public et si possible, vos coordonnées à ceux qui voudront bien poursuivre les débats avec vous. Le même message, peut-être avec des nuances dans les propos ou les choix de mots, c'est l'amour du pays. Nous devons vraiment aimer le pays. Parce que si nous aimons le pays, que ce soit dans nos façons d'analyser, que ce soit dans notre façon d'appréhender les choses, sans parti pris, on comprendra que tout ce que nous devons poser comme acte, nous devons le poser pour que le Congo puisse avancer. Est-ce que chaque fois que nous posons des actes, chaque fois que nous faisons des analyses, c'est pour régler des comptes aux gens? Est-ce c'est parce que nous ne voulons pas la tête des X ou bien c'est parce que nous voulons le bien du Congo? C'est des questions que nous devons nous poser. Aimons le Congo et posons les gestes pour le Congo parce que ce pays est un pays qui est sur sa destinée et sa destinée doit être une destinée glorieuse. Eugène Kandolo, mon numéro n'a pas changé, c'est toujours le 081 291 46 31. Eugène Kandolo, merci de votre passage. Merci beaucoup. Fin de cette émission, merci à Jacob, Némi et Gaël pour ces belles images, mais aussi clin d'œil spécial au génie en informatique Hervé Kabangou. L'émission est terminée, au revoir d'ici là, portez-vous bien.